Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Près de 100 000 personnes à Paris pour la technoparade. Sous le soleil et sous les décibels, le défilé des chars avant le concert géant à la Nation. Invité de ce journal au milieu du cortège, Jack Lang. Aux États-Unis, l'humiliation de Bill Clinton. C'est lundi que la télévision diffusera le témoignage du président. Une majorité des Américains désapprouve. Politique avec le discours de Philippe Séguin qui donne de la voix. Dans sa ligne de mire notamment le pacte de solidarité, un sous-mariage, dit également Nicolas Sarkozy. Les journées du patrimoine ou l'histoire d'amour de millions de Français qui se pressent dans les quelques 13 000 monuments historiques ouverts au public. Depuis le début de l'après-midi, les décibels résonnent sur les pavés de Paris, capitale de la techno, ambiance de carnaval, message de tolérance et de respect des autres. Un cortège de plusieurs dizaines de milliers de fans pour cette technoparade qui a désormais droit de cité. Jérôme Laurent, Thomas Sénécal. Ils ont des tenues délirantes, futuristes, multicolores et pour eux un seul credo, danser, danser. Et encore danser sur le rythme binaire des musiques électroniques. Paris vit aujourd'hui un événement musical exceptionnel. Plus de 100 000 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de la capitale pour un concert géant de techno. Un rêve éveillé pour tous les fans de cette musique du troisième millénaire. Une libération après des années de frustration. Batman, raconte-moi un petit peu la sensation que ça fait de pouvoir danser de la techno dans Paris comme ça. Alors d'abord, je voudrais très protocolairement remercier Jack Lang qui va permettre à tous les jeunes de dédramatiser un peu ce mouvement techno pour dire que la techno c'est pas seulement de la drogue, c'est des jeunes qui s'amusent. Carrément sympa, c'est carrément chouette, on est carrément heureux. Ça c'est génial. Mais faut pas dire là, il est encore temps, il est encore temps. C'est la fête, c'est le bonheur. La technoparade, c'est de la sueur pour danser des heures et surtout beaucoup de bruit. Des décibels qui ne charment pas forcément toutes les oreilles. Je suis contre la techno, contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Voilà. Je comprends très bien qu'il fallait pas danser. C'est la musique, la danse primitive, pourquoi pas, hein? Ça entraîne, hein? Moi, je suis toute prête à sautiller comme ça, hein? Peut-être si j'étais jeune, je serais comme ça. C'est possible, on sait jamais. Alors la techno serait-elle à l'origine d'un conflit de génération? Pas si sûr. En tout cas, ils n'ont pas fini de sautiller ces jeunes primitifs. Grâce à cette technoparade, les musiques électroniques sont enfin sorties de l'anonymat. C'est très bien passé, ça va largement au-delà de nos espérances. On a a priori plus de 200 000 personnes. Vraiment le public, au-delà de la techno, on voit vraiment de tout, des gens très différents, donc c'est vraiment une super fête. Et ce soir, la fête continue. Les participants sont arrivés place de la Nation, où un méga concert est organisé avec les plus grandes stars de la scène techno. Et précisément, Antoine Cormery, vous êtes en direct de la place de la Nation. Le cortège est donc arrivé ici après un parcours de plusieurs kilomètres. Énormément de monde et une foule impressionnante. Oui, par moments, ça faisait penser un petit peu à ce que l'équipe de France avait pu vivre sur les Champs-Élysées en les remontant après sa victoire en finale. C'est un vrai succès, 120 000 personnes selon les estimations de la police. C'est vrai que la techno est un phénomène nocturne habituellement et qu'il faut connaître, savoir où récupérer les invitations pour fréquenter les fêtes. Et là, pour la première fois, Monsieur Tout-le-Monde a pu découvrir dans la rue, dans les rues de Paris et en plein jour, ce qu'était vraiment que cette musique techno, comment ça se dansait, comment il fallait être habillé pour être dans le ton. Donc c'est un vrai succès de ce point de vue-là. Et puis un succès qui a été aussi servi par un temps magnifique toute l'après-midi au-dessus de Paris. Et de ce point de vue-là, Johnny Hallyday peut être un petit peu jaloux. Antoine, en tout cas, la fête est loin d'être terminée et la nuit promet d'être longue. Ben vous l'entendez sûrement, boum boum, c'est très très fort en ce moment en place de la Nation. Il y a beaucoup de monde, c'est noir de monde.
Et puis les plus grands DJ européens sont ici sur place pour donner un concert gratuit. Il y a notamment Laurent Garnier qui est à l'Olympia cette semaine, Karl Cox ou Fréon, j'en passe et d'autres, la crème des DJ européens. Et puis ça va continuer longtemps ici et aussi dans bon nombre de boîtes parisiennes. Voilà Béatrice. Merci Antoine, et nous rejoindrons la Technoparade dans le dernier tiers de ce journal et nous recevrons Jack Lang, précisément en direct de la place de la Nation. Aux États-Unis, les sondages effectués après la décision du Congrès de diffuser à la télévision le témoignage de Bill Clinton laissent apparaître une certaine lassitude de l'opinion publique, un scandale qui n'en finit pas. 70% des Américains, selon le New York Times, ont désapprouvé le feu vert du Congrès. Reste que le Parti républicain en campagne ne désarme pas. Philippe Gassot. À la Maison-Blanche, c'est un peu la veillée d'armes avant le choc de lundi, la diffusion des fameuses cassettes vidéo enregistrées par le président et transportées ici sous bonne escorte. Les images qui seront dévoilées au grand public montreront un président embarrassé, confus, procédurier, colérique, enfin des documents que les républicains ont de très bonnes raisons de vouloir divulguer vite, car ils pourraient bien écorner les excellents sondages dont bénéficie Bill Clinton, et c'est ça le but de l'opération. Le vice-président réagit. J'ai appris que tout cela s'était décidé sur des bases partisanes. Si c'est vrai, il faut que ça change. L'examen impliquait des preuves, la présomption d'innocence, la lecture des rapports qui devaient se faire sereinement au Congrès, prennent aujourd'hui des allures de pugilat politique. Fini le fair-play, le pluralisme, c'est la lutte au couteau que redoutait tant la présidence. Je pense que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est destiné à nuire et à humilier au maximum le président. La très républicaine coalition chrétienne réunie à Washington se frotte les mains, le scandale, c'est du pain béni. Quand la procédure de destitution va commencer, M. Clinton sera chassé de ses fonctions. Déjà, les télévisions annoncent la diffusion des cassettes. Bill Clinton ne semble pas craindre une baisse dans les sondages qui pourrait pourtant lui être fatale. Ce que l'on redoute ici, c'est de voir la machine politico-judiciaire s'emballer et devenir incontrôlable. Et à travers la publication du rapport Kenneth Starr et maintenant cette diffusion télévisée du témoignage du président, c'est toute l'autorité morale du premier personnage de la nation qui est en jeu. Je vous propose de voir comment réagissent les enfants des écoles avec ce reportage dans un collège de Virginie dont l'ordre du jour était le mensonge et la morale. Maryse Burgot. Ils ont entre 9 et 12 ans, ils sont l'Amérique de demain. Nous sommes dans une école d'Alexandria, une banlieue de Washington de classe moyenne. L'instituteur parle aujourd'hui de civisme, d'honnêteté. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire être honnête? Spontanément et sans qu'on le leur demande, ces jeunes Américains évoquent alors les mensonges de leur propre président. Je ne le condamne pas, c'est sa vie privée. Il a juste menti pour essayer de s'en sortir. Même si c'est sa vie privée, il est quand même marié, il a une fille, et mentir ce n'est pas bien. Qui que l'on soit, surtout pour un président. Et c'est bien le dilemme aujourd'hui de milliers de parents américains. Bill Clinton devrait aujourd'hui, à leurs yeux, représenter un modèle pour la jeunesse. Au lieu de cela, ce couple nous explique à la sortie de l'école qu'ils ne regardent plus les informations à la télévision avec les enfants. La révélation des détails sur la vie sexuelle du président leur paraissant inadmissible sur le petit écran. C'est vraiment très gênant car beaucoup d'enfants sont suffisamment grands pour comprendre tout ce qui se passe. Alors en tant que parent, regarder cela me met vraiment en colère. Dans les jours qui viennent, ces enfants verront aussi à la télévision le témoignage crucial de leur président devant le grand jury, avec entre autres le moment où il apparaît furieux et finit par admettre sa relation avec Monica Lewinsky. Selon l'instituteur de notre classe, cette diffusion est proprement scandaleuse. C'est moche. Je ne sais pas à quel moment nous avons perdu le sens de la raison, mais cela ne devrait pas être diffusé à la télévision. Et le grand déballage ne s'arrête plus. Ces enfants viennent ainsi d'apprendre que le responsable de la commission judiciaire du Congrès chargé de statuer sur l'affaire Clinton a eu lui aussi une liaison extra-conjugale.
Aux Philippines, un ferry pris dans la tempête a fait naufrage la nuit dernière. Le bilan est lourd, plus de 150 disparus. Les recherches se poursuivent malgré les difficiles conditions météo. Près de 300 rescapés ont été repêchés dans cette zone qui se situe à une centaine de kilomètres de Manille. Patrice Romden. Celui-ci a dérivé pendant 12 heures et pourtant le plus dur reste à faire, grimper. Impossible, il est à bout de force. Un sauveteur vient à lui, l'épaule. Les deux hommes seront remorqués jusqu'au rivage le plus proche. L'hélico, lui, repart pour une énième tournée. D'abord, repérer d'éventuels survivants. Ensuite, leur larguer des embarcations de sauvetage dans lesquelles les rescapés, le visage noirci par le carburant du ferry disparu, s'entassent avant d'être recueillis. 4 bâtiments de la marine de guerre philippine mobilisés, un garde-côte également. Il y a les hélicos, les bateaux de pêche, qu'importe le moyen. L'essentiel est de retrouver la terre ferme où ne subsiste que la force de pleurer les proches disparus dans le naufrage. Pendant qu'on évacue les victimes, quelques officiels dissertent sur les conditions de navigation, exécrables la nuit dernière. Des vents de 100 km/h, il est vrai qu'un typhon balaie la région depuis quelques jours. Le président philippin, lui, s'est rendu sur place. Il annonce l'ouverture d'une enquête et il écoute ce qu'on lui dit, notamment que le capitaine n'a pas donné l'ordre d'évacuer le ferry, ou encore que les membres d'équipage se sont précipités en premier dans la mer. Et l'ouragan qui menace les Antilles se dirige apparemment vers la Martinique et la Guadeloupe. Cet ouragan est baptisé Georges. Les vents sont violents, ils atteignent pour l'instant plus de 170 km à l'heure. En France, nous en parlions il y a quelques semaines. Un médecin accusé d'euthanasie comparaissait pour la première fois lors de débats publics devant le Conseil régional de l'Ordre des médecins. Une décision très attendue avant le débat parlementaire qui devrait se dérouler à l'automne sur la difficile question de l'euthanasie. Tout à l'heure, le docteur Dufaux a été relaxé. Christophe Larocca, Olivier Combes. Le Conseil régional de l'Ordre des médecins, après en avoir délibéré, dit n'y avoir lieu de prononcer de sanctions disciplinaires à l'encontre du docteur Jean-Paul Dufaux. Le docteur Jean-Paul Dufaux est donc relaxé. Les médecins ont statué sur la base d'un seul critère, celui de la déontologie. Non, Jean-Paul Dufaux n'a pas failli en pratiquant un acte d'euthanasie active sur une patiente de 92 ans. Le chef de service gériatrique d'un établissement de Sévrac-le-Château s'en était expliqué publiquement le 29 août dernier. Sa patiente était hémiplégique, dans le coma et menacée par la gangrène. Et j'ai pensé que dans les 24 heures, cette malade allait décéder. Au bout de ce délai de 24 heures, elle n'était pas décédée. C'est alors que j'ai pris cette décision. Si j'avais rencontré là, parmi un seul des membres de l'équipe, une opposition à ce geste, je ne l'aurais pas réalisé. Si le docteur Dufaux avait agi en concertation avec l'équipe médicale, il n'avait pas consulté la famille. Après sa comparution, 300 lettres de soutien émanant de médecins étaient parvenues au Conseil. Bernard Kouchner lui-même avait pris position en faveur du médecin aveyronnais. Nul doute que la relâche du docteur Dufaux par ses pairs fera date. Elle ouvre en effet la voie au classement de l'affaire sur le plan pénal. Le parquet de Millau, visiblement embarrassé, n'avait pas caché qu'il attendrait la décision du Conseil pour ouvrir ou non une information judiciaire pour homicide volontaire. Un embarras qui pourrait subsister chez les magistrats tant qu'un véritable débat parlementaire n'aura pas eu lieu sur la question de l'euthanasie. Les élèves des grandes écoles ont repris le chemin des cours pour remplacer le bizutage dont les excès ont amené Ségolène Royal à interdire sa pratique. L'exemple d'un bizutage écolo et intelligent, les élèves ingénieurs de l'École nationale de Saint-Étienne ont passé leur week-end à nettoyer les ponts et les décharges sauvages. Didier Guyot, Philippe Évêque. Vous poussez d'abord les rambardes, après on va passer l'anti-rouille, après on passera la peinture. Week-end bizutage pour la nouvelle promotion de l'École d'ingénieurs de Saint-Étienne. Ici, pas de défilé loufoque avec œufs et farine en prime, mais plutôt du travail d'intérêt général. Objectif de la journée, poncer et peindre en groupe quelques ponts rouillés du village. Je préfère faire ça que me prendre des œufs, de la farine et tout ça sur la tête et partout, quoi. Je trouve que c'est très bien parce qu'au moins ça nous apprend à voir ce qu'il y a autour de nous. On n'est pas bouché à l'école et on a une vision extérieure. Une envie de rendre service et une fibre écologiste qui séduit les habitants. Eh oh, un petit coup d'œil. Je trouve que c'est sensationnel. C'est sympathique et puis ça fait un contact avec les jeunes citadins et les ruraux. Vous enlevez tous les bouts de plastique qui sont accessibles.
Outre les ponts, les 150 élèves ingénieurs s'en iront également nettoyer les décharges sauvages. Plastique, bois, vieilles carcasses, machines à laver, les déchets seront ramenés un à un. C'est mieux quand même qu'un bizutage classique. Ça sert à quelque moins chose, dégradant. et ça sert à quelque chose. C'est surtout pour faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas mettre les déchets n'importe où, surtout que maintenant on a des ramassages organisés. Et vraiment on a besoin que la mentalité change. Et je pense qu'avec les jeunes on va la faire changer. L'année dernière, déjà, l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne nettoyait des rivières. Cette année, elle s'attaque à la pollution terrestre. Mais demain, une fois le travail terminé, ce sera sport collectif et détente. À Aix-en-Provence, la nuit dernière, 2 hommes armés et cagoulés ont volé 120 armes de poing dans un stand de tir, considéré comme le plus grand de la région de Marseille. Ils ont neutralisé sans violence les employés sur place, puis ont pris la fuite. Politique, avec ce sondage IFOP Journal du Dimanche, la popularité de Jacques Chirac reste stable en septembre à 62%, alors que Lionel Jospin baisse de 2 points par rapport au mois d'août, 61%. Le président du RPR, Philippe Séguin, devant les militants du mouvement gaulliste à Paris, dénonce les méthodes des intellectuels en chaise longue et rejette le pacte de solidarité. Nicolas Sarkozy surenchérit en parlant de sous-mariage. Roland Sicard, François Granier. Au RPR, l'ambiance est au grand sourire et aux poignées de main. Pas question de se disputer, même ceux qui d'habitude mettent les pieds dans le plat font motus et bouche cousue. Vous ne direz rien. Et dans le parti gaulliste, les rôles sont répartis. Il y a d'abord Nicolas Sarkozy, chargé d'attaquer le gouvernement sur les questions d'actualité. Aujourd'hui, c'est le Pax qui était en ligne de mire. Ce même gouvernement qui ne trouvait plus d'argent pour que les familles aient des enfants est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas d'autre priorité que de faire le Pax et de voter un nouveau statut pour les couples homosexuels. Philippe Séguin, lui, se veut le rassembleur de l'opposition. Bientôt, il dira s'il veut rester président du RPR. En attendant, il parle programme et refuse de recevoir des leçons, surtout sur la question du Front National. Sous couvert de morale, certains se livrent à une grossière tentative de déstabilisation de l'opposition républicaine. Ainsi sommes-nous, jour après jour, sommés de nous justifier devant des intellectuels en chaise longue, qui eux se sont trompés sur tout, de Staline à Mao et de Mao à Pol Pot. Philippe Séguin offensif, Philippe Séguin qui sait pourtant que le chemin de la reconquête sera long et difficile. Exemple, alors que l'opposition affiche son union, elle n'est pas certaine de réussir à constituer une liste unique pour les élections européennes de l'an prochain, des élections qui constitueront pour elle un véritable premier test. Pour sa part, Alain Juppé, évoquant lui aussi le projet de pacte civil de solidarité, s'est prononcé contre une parodie de mariage, mais pour un texte qui permet des aménagements contractuels. Fin de citation. Du côté de l'UDF, François Bayrou, pour son discours de clôture des journées parlementaires, joue l'optimisme. Carole Caumont, Bruno Livertou. Une rentrée qui a encore quelques airs de vacances. L'UDF vient d'élire son nouveau président et les parlementaires tiennent résolument à afficher leur bonne humeur. Officiellement, tous n'ont plus qu'un objectif, faire exister la nouvelle UDF. Et le calendrier pourrait bien leur venir en aide avec la prochaine échéance, les élections européennes de juin prochain. Certains voient l'Europe ou portent l'Europe comme une croix d'ombre. Nous, à l'UDF, nous sommes les héritiers du rêve européen. Ne laissons à personne d'autre que nous le soin de fixer les termes de ce débat. Et l'UDF pose déjà ses conditions à une liste commune avec le RPR que tous les candidats s'engagent à siéger au Parlement de Strasbourg. L'Europe ou la bataille contre le Pax, autant d'occasions de remobiliser l'UDF. Pour notre UDF, l'automne est un printemps. Nous avons trouvé le moment de la remontée. Et ce moment, il est tel pour nous et pour l'opposition dans son ensemble. Reprendre l'offensive, c'est la nouvelle stratégie de François Bayrou pour tenter de rassembler enfin l'UDF. L'université de rentrée de Philippe de Villiers avec son mouvement pour la France. À ses côtés, Charles Pasqua qui n'avait fait aucune déclaration au RPR le matin et qui réclame cet après-midi à nouveau un référendum sur l'Europe. Quant aux élections européennes, il est pour l'instant trop tôt pour parler d'une liste commune entre le mouvement de Philippe de Villiers et l'association de Demain la France de Charles Pasqua.
La fête des Bleus Blancs Rouges sur la pelouse de Reuilly, près du bois de Vincennes. Séance de dédicaces et photos de famille. Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, côte à côte, devant des plateaux d'huîtres de la Trinité-sur-Mer. Image très médiatique pour réaffirmer, dit Jean-Marie Le Pen, qu'il n'y a pas de réconciliation puisqu'il n'y a jamais eu de dispute. À l'étranger, nouvel attentat en Algérie. 26 personnes ont été déchiquetées hier après-midi par l'explosion d'une bombe artisanale. 125 blessés, dont 39 sont dans un état grave. L'engin était placé sur un marché de Tiaret, à plus de 300 km au sud-ouest d'Alger. Et puis en Allemagne, à Rostock, le rassemblement organisé par l'extrême droite a réuni 4000 sympathisants, le crâne rasé, encadrés par d'importantes forces de police. Ils ont défilé dans la ville, alors que parallèlement, un deuxième cortège de quelques 3000 contre-manifestants se réunissait tout près de là, dans cette ville où se sont déroulées en 92 de violentes émeutes racistes. Plusieurs dizaines d'interpellations ont eu lieu cet après-midi. À une semaine des élections, le chancelier Helmut Kohl tente de reconquérir l'Allemagne de l'Est violemment touchée par le chômage. Dans l'une des villes les plus sinistrées de l'ex-RDA, le chancelier a essayé de faire entendre sa voix. Reportage à Bitterfeld, Philippe Rochaud, Pierre Moscovici. Helmut Kohl à la reconquête d'une Allemagne de l'Est qui progressivement lui a retiré sa confiance. À Bitterfeld, 30% de la population a perdu son travail. C'est la ville la plus sinistrée de l'ancienne RDA. Kohl doit partir, disaient les opposants qui brandissaient même le drapeau de l'Allemagne communiste en signe de révolte. Le gouvernement ne compte pas les chômeurs qui reçoivent de l'aide. Mais dans la région de Bitterfeld, une personne sur 3 n'a plus de travail. Et vous allez voter pour qui? On espère que le SPD remportera la victoire. Bitterfeld était la ville la plus polluée d'Europe. À coups de milliards de marks, elle renaît de ses cendres au prix d'une vague de licenciements. 40 000 ouvriers de l'industrie chimique sont au chômage. Alors Gerhardt s'est réfugié dans le parti communiste rénové, le PDS. J'ai l'impression qu'on ne veut pas vraiment la réunification. Vous savez, la différence entre l'Est et l'Ouest est le résultat d'un tas de choses. Par exemple, les gens ici gagnent seulement 70% de ce qu'ils reçoivent à l'Ouest. Et ça fait grandir le complexe d'infériorité. Et pourtant, le gouvernement Kohl reconstruit Bitterfeld et tente d'effacer la pollution laissée par les communistes. Gerhardt, comme les autres, se jette dans la société de consommation, mais il votera quand même contre Helmut Kohl. La survie politique du chancelier Kohl dépendra donc en grande partie du vote des Allemands de l'Est. Un électorat instable qui restera sans doute indécis jusqu'au bout, mais qui risque fort de sanctionner sa politique vis-à-vis de l'ancienne Allemagne de l'Est par un vote de protestation. Retour à Paris, place de la Nation pour la grande fête techno. Dans un instant, nous parlerons avec Jack Lang, qui fut l'un des instigateurs de cette immense parade. Mais d'abord, revoyons cette photo instantanée de la fête. Tout au long du cortège cet après-midi, Antoine Cormery et Valérie Criton ont suivi la technoparade, juchée sur l'un des 30 chars du carnaval. Apparemment, la fête parisienne n'a rien à envier à la Love Parade de Berlin. Vu ce qui les attendait dans l'après-midi, un petit échauffement matinal n'était pas inutile. 14h, place d'Enfer Rochereau, bienvenue à bord du camion Paris-Berlin. Un 38 tonnes, vaguement détourné de sa fonction première. Mais du coup, si ce n'est pas un camion, qu'est-ce que c'est? C'est une rêve qui pousse, c'est une fête ambulante, c'est un jardin avec des fleurs, c'est un point de rencontre, c'est la foule, c'est le bateau qui bouge, c'est un avion, c'est un objet de rêve. Objet de rêve, certes, mais servi par une sono surpuissante. 12 000 watts dans les amplis de la House Made in Germany qui a largement assouvi la soif des danseurs les plus accros. Au milieu des 30 camions de la parade, celui-ci illustrait donc, à sa manière, l'amitié franco-allemande. Ce char, il regroupe toutes les associations allemandes qui étaient d'ailleurs présentes à la Love Parade. Et on a voulu faire le pont entre la Love Parade de Berlin et la Techno Parade de Paris. Donc c'est le char un peu de l'Allemagne qui est là. Des DJ des deux pays se sont succédés aux platines. L'occasion était trop belle pour leur demander si cette première parade parisienne n'était pas un peu rikiki en comparaison de la monumentale parade de Berlin. Je ne trouve pas que c'est si petit que ça. C'est même une grande parade. À Berlin, il y a 10 ans, on a commencé avec 300 personnes. C'est grand, c'est beau, c'est magnifique.
Après 4 heures de musique non-stop, les amplis se sont tus en arrivant à Nation pour faire place au concert géant. Tous en auront bien profité, mais amitié franco-allemande ou pas, certains ne sont pas mécontents que ça s'arrête. En marge de la parade, différentes associations comme celle de Médecins du Monde ont finalement eu le droit de s'installer le long du cortège. Leur rôle, agir de manière préventive sur la toxicomanie. Olivier Lenuzza, Franz Vaillant. Elles sortent de leur boîte pour vivre au grand jour leur rêve. Un rêve étoilé, une rêve géante qui fait gigoter les antennes de bonheur. Mais pour arriver à l'extase, les insectes abusent parfois de petites graines. Des pilules dont la consommation est interdite par la loi. Pour lutter contre les ravages de l'ecstasy, la police réprime, Médecins du Monde sensibilise. Des médecins qui proposent aux jeunes un contrôle rapide des produits contenus dans les pilules. Une mission critiquée. Pour certains, Médecins du Monde entravent le travail de la police. L'accusé plaide. Non coupable. Nous allons sur les événements non autorisés parce que c'est là qu'il n'y a pas de présence sanitaire, c'est tout. Deuxième reproche, Médecins du Monde fait l'apologie de la drogue. Coupable? Non coupable. Nous ne faisons pas l'apologie de la drogue, nous faisons de la prévention. En un an, l'association a analysé sur le terrain 2200 pilules. Certaines contiennent des hallucinogènes, des amphétamines. Parfois, les médecins sont incapables d'identifier la composition chimique d'un cachet. On leur dit que c'est la roulette russe et qu'on est incapable de leur donner la moindre information sur ce que contient le produit. Dans un certain nombre de cas, ils renoncent tout simplement à le consommer. Mais parfois, certains le prennent quand même. Mais certaines personnes le prennent quand même, bien sûr. Médecins du Monde réclament un cadre légal pour intervenir lors des rave parties afin d'éviter les accusations de provocation à usage de drogue. L'association se bat également contre l'incompréhension d'une partie du public. Ce type de prévention en matière de consommation de drogue commence en France, que c'est quelque chose de nouveau et que donc on retrouve d'une certaine manière des critiques qui nous avaient été faites à l'époque où on avait commencé à distribuer des seringues propres aux toxicomanes. La pilule du bonheur peut rapidement se transformer en cachet du malheur. Les dizaines de milliers de personnes qui participent au rêve ne sont pas tous consommateurs de drogue chimique. Mais l'ecstasy est devenu un réel problème sanitaire. Gare aux hallucinations. Jacques Lang, vous êtes en direct de la place de la Nation. Bonsoir. Vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Et je dirais qu'en même temps, vous êtes un peu le bon génie de cette technoparade. Cette réussite, c'est un peu la vôtre ce soir? Oui, je suis en même temps transformé en commentateur sportif, comme vous le voyez. Non, je réponds à votre question. Ce soir, je crois que beaucoup de gens ici, 250 000 je crois, ressentent un grand bonheur. La culture techno appartient à la culture d'aujourd'hui. Longtemps, elle avait été mal comprise, rejetée, écartée. Enfin, elle est pleinement reconnue et on sent ici un sentiment de joie, pas seulement parmi les praticiens de la techno, mais aussi parmi le grand public. Sans diaboliser la techno, mais sans être non plus hypocrite, la drogue dans les rave parties est une préoccupation majeure. Vous en convenez, Jacques Lang? Non, mais c'est une préoccupation majeure partout dans la société. Je crois qu'il ne faut pas mélanger ou associer techno et drogue. C'est un problème d'ensemble qu'il faut poser sur le plan national, avoir le courage de réunir les toxicomanes, les éducateurs, les médecins, pour trouver des solutions, pour mieux lutter contre les trafiquants et surtout pour prévenir et pour guérir. Mais je reviens à l'aspect artistique, si vous le permettez, qui est le plus important. Au-delà de la reconnaissance de la culture techno, c'est tout un message de vie qui est transmis ici. Un message d'ouverture, un message de respect, un message d'amitié. Et ça a été ressenti pas seulement par les jeunes, mais par toutes les générations. Et je crois pouvoir dire que cette manifestation aujourd'hui est un peu une manifestation de fondation. Vous vous souvenez, à la Nation, il y avait eu, avec Johnny dans les années 60, un immense concert comparable qui a été en quelque sorte l'acte de fondation de la culture pop. Mais je crois pouvoir dire que grâce notamment à l'association Technopole, à beaucoup de monde, à beaucoup de bonne volonté, ce soir c'est un petit peu l'acte de fondation de la culture techno. Et j'ajouterai enfin, si vous le voulez bien, que le hasard du calendrier fait que le même jour, il y a la fête des monuments historiques et cette célébration de la techno, ce qui veut dire que la culture d'un pays forme un tout. C'est à la fois l'histoire, le passé, la mémoire, mais c'est aussi le présent et le futur. Alors, Jacques Lang, évidemment, vous parlez très bien de cette culture techno. D'ailleurs, les fans de la techno vous ont adopté. Il paraît même qu'ils vous ont donné un surnom. Lequel? On m'a dit ça, j'ai vu ça, oui. Lequel? J'ai vu quelque part Baby, Jackie Baby. Ben, c'est très gentil de me faire rajeunir.
Alors revenons plus sérieusement à l'un des problèmes évoqués à travers les rave-parties. Il y a aujourd'hui dans les préfectures de police des circulaires qui considèrent que les rave-parties sont des rassemblements à haut risque. Est-ce que vous demandez ce soir la modification de ces textes? Disons que depuis des mois et des mois, je demande qu'elle soit réécrite, sinon même abrogée. Et Jean-Pierre Chevènement avait très gentiment reçu des délégués du mouvement techno et s'était engagé à faire une réforme. Je crois pouvoir dire qu'indépendamment du texte, après le succès de la manifestation d'aujourd'hui, la circulaire est de fait abrogée dans les têtes et qu'à l'avenir, on accordera à cette culture, comme aux autres cultures de France, une vraie liberté. Merci Jack Lang d'avoir répondu en direct à nos questions. Place de la Nation, et j'imagine que vous allez continuer la fête et la nuit sera sans doute longue. Merci à vous, et venez nous rejoindre, Place de la Nation. Merci. Après le journal, faites vite. Après le journal. On vous attend. Nouveau succès pour les journées du patrimoine. On attend plus de 10 millions de visiteurs jusqu'à demain soir. Partout en France, monuments historiques, lieux de promenade et propriétés privées sont ouverts gratuitement au public. Démonstration cet après-midi à la découverte de la Banque de France. Gérard Dalmaz, Blaise Grenier. La Banque de France, le coffre-fort national, est aussi un trésor de boiseries, de peintures. Le citoyen lambda peut s'y balader lors des journées du patrimoine. En plus, je suis une ancienne banquière, alors comme j'ai jamais mis les pieds à la Banque de France, ça me paraît normal de venir visiter un petit peu ce qui a baigné ma vie tout le long de ma carrière, quoi. Fleuron de la maison, la Grande Galerie dorée en 1635 a la valeur de plaire aux conseillers de Louis XIII. Un siècle plus tard, l'un des fils de Louis XIV et de la Montespan y ajoutera les dorures à son goût. En l'an 2000, la décoration séduit également les enfants. J'aime bien parce que c'est beau et puis c'est bien dessiné, je trouve. Et puis, je sais pas, c'est bien, c'est cool. Le visiteur est aux anges avec un tel raffinement. 13 000 monuments, sites, démonstrations de métiers et savoir-faire pendant ces 15e journées du patrimoine. L'impression, hélas fugitive, que nous sommes propriétaires de ces palais. L'occasion de voir une décoration qui a été préservée, pour voir comment les gens vivaient à une époque antérieure et voir quelque chose qui a été conservé dans l'état, ou du moins les gens ont essayé de conserver dans l'état. Clin d'œil, genre choc des cultures, ce n'est pas un concert et ici il n'y a pas de disque jockey. Vous m'avez dit rue Croix des Petits Champs, Banque de France, Technoparade, c'est un tuyau percé. Même un égaré y trouve son compte, comme quoi les lieux d'argent font toujours recette. Ces milliers de monuments historiques sont entretenus, restaurés avec beaucoup de savoir-faire et de sacrifices à côté des fonds publics. Il existe désormais des entreprises privées qui associent leur nom à la réhabilitation et à la gestion de ces sites, comme le château de Valençay dans le Val-d'Oire. Gérard Dalmaz, Guillaume Fautra. La tanière de Talleyrand, Valençay, était peu à peu désertée. Depuis 1996, le château est revenu de 65 000 à 91 000 visiteurs par an. Ce miracle n'est pas arrivé en claquant les doigts. La belle demeure au Bois dormant du Val-de-Loire s'est réveillée grâce à la politique de relance. Exemple, les animations avec des comédiens. Ah, Fouché, vous ne pouvez savoir le plaisir que j'ai ressenti quand je vous ai aperçu tout à l'heure chez Wellington. Vous avez remarqué comme il s'était forcé de nous tenir loin l'un de l'autre, comme s'il avait peur que nous en vincions aux mains. Le diable boiteux de Napoléon, le mal jambé, voici d'ailleurs son appareillage, reste la star du palais. Face à la dégringolade de sa fréquentation, les propriétaires, Conseil général de l'Indre et Groupama ont confié la demeure à une maison privée, Culture et Développement. Question au directeur, ancien du parc Astérix, est-ce que les vieilles pierres se gèrent comme une industrie? Oui, manifestement, c'est un produit touristique, c'est un produit culturel, mais c'est un produit touristique. Donc on est bien amené à avoir la même démarche lorsque l'on gère un produit même le plus culturel possible, comme on est amené à avoir une démarche de gestion, une démarche d'équilibre pour un site qui soit de loisirs. 100 pièces, des meubles souvent historiques, exemple la table ronde sur laquelle Talleyrand a négocié lors du fameux congrès de Vienne 1815. Valençay attire à nouveau les foules. D'ordinaire, un château s'équilibre financièrement à partir de 100 000 visiteurs. Ici, grâce aux idées, aux investissements, la gestion ne perdra plus d'argent dès l'an prochain, avec seulement 95 000 entrées à 50 francs.
Talleyrand, le génie, tenait parfois les rênes de la diplomatie depuis Valençay, son ministère bis. Monseigneur, voici le menu de ce jour. Très bien, merci Carême. Ces dîners, avec Carême pour cuisinier, y étaient renommés dans toute l'Europe. C'est nouveau, c'est une surprise. Très bien. Vous servirez du Valençay, naturellement, et du Brie, le roi des fromages. Le seul roi que vous n'ayez jamais trahi, monseigneur. Bonne fin de journée en pays de Valençay, mesdames et messieurs. Valençay n'est plus un château-musée, c'est un château vivant. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Plus de 100 000 personnes à Paris pour la technoparade. Sous le soleil et sous les décibels, le défilé des chars avant le concert géant à la Nation. Aux États-Unis, l'illumination de Bill Clinton. C'est lundi que la télévision diffusera le témoignage du président. Une majorité des Américains désapprouvent. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, beau temps de fin d'été. Demain à 7h, Catherine Sellac reçoit Françoise Fabian et Jacques Weber pour une journée particulière. Midi polémique, Michel Cotta aura comme invité Marc Blondel. Je vous retrouve demain dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.